Quelle est votre opinion et votre réaction face à ce qu'Israël fait ici? Parce qu'il semble que ces derniers mois dont nous avons parlé, la prolifération d'un conflit régional semble se diriger exactement vers cela. Eh bien, je pense que ce qui est clair ici, c'est que ni Israël ni le Hezbollah ne veulent un conflit régional. Vous savez, ce qu'Israël fait est encore une fois horrible pour les civils qui sont tués. C'est le plus grand bombardement qu'ils aient fait, mais c'est très mesuré et quelque peu retenu. Vous savez, ils bombardent certaines cibles et évitent d'autres cibles. Des cibles qui, vous savez, inciteraient le Hezbollah à intensifier davantage. Remarquez que lorsque le Hezbollah a tiré sur Tel Aviv avec une roquette pour la première fois, c'était juste une. Et elle a été abattue par un Arrow 3, donc elle n'a pas touché le siège du Mossad. Ils prétendent que c'était dirigé contre le quartier général du Mossad. Nous ne savons pas, mais c'était une démonstration de capacité, une escalade, mais une escalade limitée, une sorte de coup de semonce à Israël. Et nous voyons Israël envoyer des signaux par des canaux de communication indirects qu'ils veulent négocier une fin à cette phase actuelle parce qu'il n'a jamais été prévu que ça devienne une guerre régionale. Et ils ne veulent pas que cela devienne une guerre régionale. Cela a toujours été conçu comme une soupape de sécurité pour les pressions politiques internes exercées sur Netanyahou. Même le déclenchement de la décision d'utiliser les pagers, vous savez, pour armer les pagers. Vous savez, vous ne dépensez pas. Vous savez, selon, je pense, le New York Times ou quelqu'un qui a rapporté 15 ans à faire tout ce qu'il faut pour créer la capacité de fabriquer ces appareils afin de gagner la confiance du marché des consommateurs. Rappelez-vous, vous entrez dans un marché déjà saturé. Vous devez gagner la confiance et dans le processus convaincre les agents d'approvisionnement du Hezbollah que vous êtes une source fiable. Donc c'est beaucoup de travail, beaucoup de temps, beaucoup d'efforts, beaucoup de ressources pour créer un potentiel. Et le potentiel est d'injecter le chaos et l'incertitude parmi le Hezbollah à un moment critique. Maintenant, l'endroit idéal pour faire cela aurait été juste au moment où Israël attaque ou juste avant. Je veux dire, je parle d'une heure avant. Vous voulez que les pagers continuent de sonner pendant que les bombes tombent. Vous voulez qu'il n'y ait pas de décalage entre l'opération faire sauter le pager et l'opération nous poussons le Hezbollah au nord du fleuve Litani. Cela ne s'est pas produit. Les pagers ont sonné, ont fait les gros titres pendant quelques jours, puis Israël a commencé une opération limitée. Pas d'incursion terrestre, rien, juste des assauts aériens. Cela vous indique que tout cela concerne la politique. Il s'agit de Netanyahou qui fait des choses pour atteindre un objectif politique intérieur, à savoir sa survie politique continue. Et donc nous devons tout formuler en ces termes. Israël n'essaye pas de vaincre le Hezbollah en ce moment. Netanyahou dit toutes les bonnes choses, a fait son petit message vidéo et tout ce genre de choses. Mais tout d'abord, il sait qu'il ne peut pas atteindre son objectif numéro 1, qui est de faire revenir 60 000 personnes dans leur foyer dans le nord d'Israël. Comment faire cela? Eh bien, il faut vaincre le Hezbollah. Il ne va pas vaincre le Hezbollah. Ce n'est pas une campagne pour vaincre le Hezbollah. C'est une campagne pour sauver sa peau en Israël. Pour créer la notion, l'impression que je fais quelque chose pour me libérer de la pression de ne rien faire, surtout en ce qui concerne le cessez-le-feu et le retour des otages. L'affaire du pager a fait beaucoup de gros titres, beaucoup de soutien. Elle sera oubliée. Je veux dire, en termes d'impact sur le conflit, c'est déjà oublié. Il y a quelques personnes qui disent « Oh mon Dieu, c'était ici ». Mais plus de gens sont morts dans les bombardements que dans l'attaque du page par un nombre énorme, un ordre de grandeur. Je pense que les militaires sont déjà sous le choc.
Ils ont dépassé l'attaque des pagés. C'est fait, c'est fini. La nouvelle chose maintenant, ce sont les codes barres. Israël est inondé de tracts qui incitent les gens à les activer. Ensuite, ils aspirent votre téléphone et vous ciblent. Mais encore une fois, pensez à ce que les Israéliens viennent de faire là-bas. Vous devez excuser ma voix. Je viens de terminer un podcast juste avant, parlant sans arrêt pendant 1 heure. Donc je vais ralentir et calmer ma voix. Encore une fois, l'opération des codes barres. Pour faire cela, il faut avoir un code barre qui crée une connectivité à une plateforme de collecte de renseignements israélienne. Le code barre doit être lié à des outils de piratage très sensibles. Hacking tools that are very sensitive hacking tools. Anybody who's been involved in cyber warfare. Quiconque a été impliqué dans la cyberguerre ou des choses de cette nature, regardez, vous vous souvenez de Vault 7, l'affaire Wikileaks sur les outils de piratage de la CIA, et à quel point, excusez mon langage, les États-Unis étaient furieux lorsque les outils de Vault 7 ont été divulgués, parce que ce sont des outils uniques. Ce sont des outils que personne n'est censé connaître. Ils sont censés nous donner un avantage dans ce monde de piratage de cyberguerre. Ils ont été divulgués. Les outils israéliens ici sont très sensibles, développés pour une chose spécifique. Et ce qu'ils font, c'est inonder le marché de codes QR. Je peux vous garantir que les Iraniens, les Russes, tout le monde a obtenu ce code barre, et ils ont fait venir leurs gars de la NSA, et ils ont laissé cette chose se dérouler. Et ils ont rétro-conçu les outils de piratage. Et maintenant, Israël, c'est une affaire unique. Tout cet ensemble de compétences qu'Israël a mobilisées pour résoudre ce problème est parti. Parti. Pourquoi? Pourquoi? La politique. Je veux dire, Israël a abandonné, vous savez maintenant, 3 opérations de renseignement. Les pagés, les talkies-walkies, et maintenant les codes barres qui ont pris des années à être développés. Beaucoup de temps et d'efforts y ont été consacrés, et ils étaient conçus pour atteindre un certain résultat. Et pour des raisons politiques, bon marché, ces ressources très coûteuses, basées sur le renseignement, sont perdues. Cela montre juste le désespoir de Benjamin Netanyahou en ce moment. Le Hezbollah, vous savez, tout le monde, tous les gros titres, Israël bombarde le Liban, Israël bombarde le Liban, Israël bombarde le Liban. Les gars, vous manquez quelque chose ici. Le Hezbollah continue d'envoyer des roquettes en Israël et le dôme de fer ne les intercepte pas. Ils bombardent des endroits qui n'ont jamais été bombardés auparavant, ce qui pousse des milliers d'Israéliens supplémentaires à fuir. Ainsi, l'objectif politique de Netanyahou de ramener les 60 000 est devenu un cauchemar politique, car cela va maintenant devenir ramener les 80 000 ou les 100 000, ce qu'il ne fera pas tant qu'il n'y aura pas de cessez-le-feu à Gaza, une décision qu'il essaye d'éviter. Je pense que ce qu'il fait avec le Liban, c'est créer le potentiel d'une crise dont les conséquences dépassent largement celles de son acceptation d'un cessez-le-feu, afin qu'il puisse faire une sorte d'échange politique intérieur, en disant qu'il évite ce conflit en se basant sur une posture de force. Et en retour, vous savez, nous devons avaler cette pilule empoisonnée. Il essaie de mettre en place ce genre de calcul, parce qu'en ce moment, dans l'état actuel des choses, s'il accepte un cessez-le-feu à Gaza, il est politiquement fini. Tu sais, même s'il récupère les otages, il ne va pas survivre. Tu sais, une fois que la population israélienne commence à regarder le 7 octobre et sa réponse à cela, c'est difficile de s'en remettre à moins qu'il ne puisse créer un autre problème qui, en raison de l'ampleur et de l'échelle des conséquences de laisser cela échapper à tout contrôle, compense les dommages politiques causés par la situation. C'est son calcul. Je ne pense pas qu'il réussisse. Je pense que quoi qu'il arrive, il sera contraint d'accepter un cessez-le-feu et son gouvernement s'effondrera. Et c'est la fin de Netanyahou, mais il va prolonger cette affaire aussi longtemps que possible. Et c'est ce qui se passe dans le sud du Liban. Tout cela concerne Benjamin Netanyahou. Ce n'est pas à propos de quoi que ce soit d'autre.
in southern Lebanon. This is all about Benjamin Netanyahu. It's not about anything else. Well, it's interesting, Scott, as we have... Eh bien, c'est intéressant, Scott, car nous avons même des rapports des médias israéliens qui parlent exactement de ce que vous dites. Et je suis curieux de connaître vos pensées sur, vous savez, cette publication, Israël Hayom. Ils ont publié un article du général de réserve israélien Gershon HaKohen, qui a déclaré qu'Israël n'opère pas seulement sans stratégie contre le Hezbollah, mais que le Hezbollah est invaincu ici et a le potentiel de drainer Israël, essentiellement dans l'abîme. Et ce que nous voyons, dit-il, c'est que ces deux objectifs précis, qui ont été clairement énoncés par Netanyahou et le régime israélien, à savoir le retour des colons et la dissuasion du Hezbollah, non seulement ne se sont pas réalisés, mais rien de ce qu'Israël fait ne va permettre de les réaliser. Mais il y a eu tellement, je pense, de réactions immédiates et de réponses émotionnelles de la part des gens qui regardaient cela, pensant, eh bien, waouh, Israël a vraiment porté un coup majeur au Hezbollah et à l'axe de la résistance. Que répondez-vous à cela? Parce qu'il semble que même les médias israéliens disent que non, ce n'est pas du tout le cas. Let's go back to the predicate here. Revenons au prédicat ici. Tout d'abord, le Hezbollah est invaincu face à Israël. Israël ne les a pas battus. Le Hezbollah a battu Israël. Le Hezbollah a chassé Israël du sud du Liban et le Hezbollah a tenu tête aux Israéliens en 2006, obligeant Israël à renoncer aux objectifs politiques qu'il s'était fixés. Depuis lors, le Hezbollah a eu une parité relative de dissuasion, ce qui signifie qu'il y a eu des échanges, mais Israël n'a jamais osé entreprendre à nouveau le type d'opération massive qu'il a menée en 2006 parce que le Hezbollah a préparé une riposte qui dépasse sa réponse de 2006. Donc vous savez, depuis environ 18 ans, le Hezbollah se prépare à cette éventualité. Hezbollah has been preparing for this very eventuality. Il n'y a rien concernant les capacités militaires israéliennes que le Hezbollah ne connaisse pas. Ils ne sont pas stupides. Ils savent ce qu'un F-35 peut faire. Ils savent quelles munitions le F-35 peut larguer. Ils savent ce que le F-16 largue. Ils connaissent les processus de ciblage d'Israël. Ils savent quels capteurs Israël utilise pour collecter des informations. Et depuis 18 ans, le Hezbollah construit un système défensif conçu non seulement pour survivre, mais aussi pour fonctionner contre tout ce qu'Israël possède. Donc nous sommes tous ici à regarder les bombes exploser au Liban en pensant « Oh là là, Israël est en train de démolir le Hezbollah ». Le Hezbollah se prépare à cela depuis toujours. Cela ne signifie pas qu'ils n'ont pas effondré un bunker ici, qu'ils n'ont pas frappé un bâtiment avec des gens ici. C'est la guerre. Des gens vont mourir. Israël va tirer quelques coups. Il n'y a aucun doute là-dessus. Mais c'est aussi, vous savez, nous parlons des capacités du Hezbollah. Et elles sont impressionnantes. Mais quiconque pense que le Hezbollah peut faire cela le fera. Israël a des défenses. Elles ne sont pas parfaites, mais ils ont des défenses. Le Hezbollah a tiré une roquette contre Tel Aviv, vous savez, une roquette avancée, pas une roquette hypersonique, mais une roquette avancée. Et elle a été abattue par l'Arrow 3. Pourquoi? Parce qu'Israël s'est préparé à cela aussi. Les deux côtés se sont préparés à ce conflit. Mais l'idée que le Hezbollah va être vaincu par Israël en une semaine est tout simplement stupide. Le Hezbollah se prépare à cela depuis 18 ans. Vous savez, le Hamas, tout le monde est impressionné par le réseau de tunnels du Hamas. Eh bien, vous savez qui fait des tunnels mieux que le Hamas? Le Hezbollah. Tout d'abord, le terrain s'y prête davantage. Je veux dire, ils sont profondément sous terre. Ils sont protégés par des rochers. Vous savez, vous larguez des bombes sur les flancs des montagnes, sur les collines. Vous pourriez avoir un petit tremblement ici et là, mais vous ne faites rien. Et le Hezbollah a tout sous terre. Et il y a de la redondance. Le Hezbollah n'est pas assez stupide pour dire qu'ils vont mettre tous leurs œufs dans le même panier.
vous savez, parce que quand ce panier explose, vous n'avez plus d'œufs. Ils l'ont réparti de manière à pouvoir subir des pertes ici, des pertes là, mais ils peuvent le soutenir ici et continuer le combat. Et le Hezbollah est prêt à mener ce combat aussi loin qu'il le souhaite. Mais il y a une hésitation ici, parce que le Hezbollah fait partie du gouvernement libanais. C'est une autre chose que les gens ont tendance à oublier. Vous savez, le Hezbollah est une organisation terroriste et un parti politique aussi. Un parti qui a participé au processus démocratique au Liban et qui a plutôt bien réussi. Un parti qui joue un rôle important dans le gouvernement libanais et qui a bien agi pour le Liban, ce qui signifie qu'ils n'ont pas été égoïstes uniquement pour le Hezbollah. Ils ont fait ce qu'il fallait pour le Liban, pour le peuple libanais. Et Nasrallah, quand il parle de son devoir et de ses responsabilités, non seulement envers les chiites du sud du Liban qui constituent la majorité du Hezbollah, mais envers le Liban dans son ensemble. Il comprend sa responsabilité. Donc, il ne va pas faire quelque chose de précipité qui causerait des problèmes au peuple libanais. Et la façon dont il s'est comporté ici, regardez, vous avez des chrétiens, des musulmans, sunnites, des druzes et des partis chiites rivaux qui disent tous qu'ils sont avec le Hezbollah dans ce combat. Le gouvernement libanais et l'armée sont avec le Hezbollah parce qu'ils reconnaissent que Nasrallah n'a rien fait de mal ici, qu'il a tout fait correctement, qu'il a géré cette escalade. Il n'a pas été irresponsable. C'est la réaction excessive d'Israël, ce sur quoi le Hezbollah compte, car c'est la même chose avec le Hamas qui a mené l'attaque du 7 octobre, pariant, c'est un bon pari d'ailleurs, qu'Israël va réagir de manière excessive et générer des relations de cause à effet qui sont presque exclusivement préjudiciables à Israël. Le Hezbollah fait la même chose. L'une des grandes faiblesses du Hezbollah était qu'en poursuivant le potentiel conflit avec Israël, Israël pourrait utiliser ce conflit pour créer une division entre le Hezbollah et le peuple libanais. Vous savez, les Libanais, en août 2006, n'étaient pas contents d'être ciblés de manière indiscriminée par Israël, et beaucoup d'entre eux ont blâmé le Hezbollah pour cela. Le Hezbollah a pris cette leçon à cœur et a dit qu'à l'avenir, nous ne pouvons pas avoir une situation où nous ne considérons pas le peuple libanais, que nous agissons en fonction de nos désirs et envies unilatéraux contre Israël, et que les conséquences soient ignorées. Non, chaque bombe qu'Israël largue sur le Liban en ce moment et qui tue des civils libanais éloigne davantage le peuple libanais d'Israël et les unit avec le Hezbollah. Je pense que c'est une conséquence que le gouvernement israélien n'avait pas prévue. Et enfin, sur ce sujet, Scott, que pensez-vous des rapports selon lesquels, pendant ce bombardement du Liban, le Hezbollah aurait demandé à l'Iran d'attaquer Israël, ou peut-être de faciliter sa réponse, sa riposte à Israël? L'Iran aurait apparemment, et encore une fois, ce sont tous des responsables israéliens et américains qui le disent, donc nous le prenons avec des pincettes. Mais l'Iran aurait supposément dit au Hezbollah que le moment n'était pas propice. Maintenant, je veux vous poser cette question dans le contexte de ceux qui disent constamment, que ce soit dans des commentaires ou des questions que je reçois, que l'Iran, le Hezbollah, la résistance de l'EI semble plus faible ici. Il semble ne pas être aux commandes, mais en fait être repoussé et potentiellement vaincu. Certaines personnes proches de moi se sont lamentées à ce sujet. Scott, que pensez-vous de cela dans le contexte de ces rapports? Scott, what do you have to say about this in the context of these reports? First of all, I strongly doubt that. Again, let's just go back to... Tout d'abord, j'en doute fortement. Encore une fois, revenons aux bases. Tout d'abord, le Hezbollah n'opère pas dans le vide. Donc l'Iran et le Hezbollah ont coordonné ce scénario depuis, encore une fois, 18 ans. Les défenses du Hezbollah, qui sont conçues pour absorber bien plus de dégâts que ce qu'Israël inflige, ont été conçues avec l'aide des Iraniens, qui en sont informés et conseillent,
et ce sont des défenses liées à des objectifs politiques. Encore une fois, pour adhérer à cette notion, il faudrait accepter deux choses. Premièrement, que Nasrallah ait renoncé au Liban, ce qu'il ne fera pas. Parce que dire « Oh, nous avons besoin que l'Iran attaque maintenant » implique une guerre générale et tout ce que cela implique. Et deuxièmement, que le Hezbollah avait abandonné le Hamas. Parce qu'une guerre totale impliquant l'Iran et Israël crée un ensemble de problèmes complètement différents. Et le monde est incapable de faire deux choses à la fois. En ce moment, le monde mâche le chewing gum du Hamas. Et c'est difficile. Ils ont du mal à le faire. Mais pour la première fois depuis longtemps, on parle de la création d'un État palestinien. Il y a un mouvement dans cette direction. Israël a perdu son autorité morale dans le monde. Vous savez, ce sont des réalités qui n'existaient pas le 6 octobre et qui existent aujourd'hui au détriment stratégique d'Israël. Et c'est entièrement à cause de la résistance du Hamas. Mais vous obtenez une guerre générale avec l'Iran et le Hezbollah et une perturbation régionale de la sécurité énergétique. Et soudain, les gens ont des prix élevés, des économies effondrées, et plus personne ne se souciera de Hamas, de Gaza ou des Palestiniens. Ils ont des problèmes plus importants, Et l'Iran et le Hezbollah le savent. Ils n'ont pas fait tout ce qu'ils ont fait pour mettre Israël dans cette mauvaise position, juste pour tout gâcher en disant « tant pis, lançons la grande guerre ». Donc je ne crois pas que le Hezbollah ait contacté l'Iran. Tout d'abord, il n'aurait pas besoin de contacter l'Iran, parce que l'Iran et le Hezbollah ont coordonné cela. Vous savez, c'est comme, je ne sais pas, j'allais utiliser une analogie que personne ne comprendra, donc je ne l'utiliserai pas. Mais le point est, vous savez, qu'ils ont déjà coordonné tout cela. Il n'est pas nécessaire pour le Hezbollah de changer de plan à ce stade. Rien de ce qui s'est passé n'est inattendu. Tout est anticipé. Donc c'est absurde. Je pense que cela a été inséré pour générer le genre de discussion que vous voyez, parce qu'Israël sait qu'il a perdu la campagne de relations publiques jusqu'à présent. Et donc, ce qu'ils doivent faire, c'est créer une sorte de pression basée sur la guerre de l'information sur le Hezbollah. Mais encore une fois, le Hezbollah n'est pas amateur en la matière. Je suppose qu'ils espéraient que le peuple libanais perdrait foi et confiance dans le Hezbollah pour créer des discussions parmi eux sur les conséquences d'une guerre plus large. Mais encore une fois, comme je l'ai dit, je suis allé en Iran et j'ai été profondément impressionné par l'intelligence du peuple iranien. Je ne suis pas allé au Liban. J'ai atterri une fois à l'aéroport de Beyrouth, mais c'était une toute autre histoire. Je ne voulais pas être là. L'avion a été détourné et j'étais un officier en service actif du corps des marines dans un aéroport contrôlé par le Hezbollah. Et je me suis dit, non, je ne veux pas ça. Heureusement, je suis resté dans l'avion. Ils m'ont laissé tranquille et nous sommes sortis de là. Mais c'était une autre histoire. Mais vous savez, en faisant cela, je pense qu'ils essayent de créer indirectement une pression parmi la population libanaise et la population arabe dans son ensemble qui remet en question le statut du Hezbollah. Ils essayent de saper cela. Le Hezbollah va traverser cette situation. Comme je l'ai dit, et comme vous l'avez noté, ils n'ont pas arrêté le bombardement du nord d'Israël par le Hezbollah. Cela s'est étendu. Ils frappent Haïfa. Ils peuvent l'étendre à Tel Aviv si c'est le jeu qu'Israël veut jouer. Et vous voyez déjà les Israéliens commencer à paniquer et chercher une issue à cela parce qu'ils n'ont pas atteint ce qu'ils pensaient atteindre avec le Hezbollah. Les Iraniens sont très mûrs. Le Hezbollah est très mûr. Les Iraniens savent ce qu'ils veulent. Merci d'avoir regardé ma dernière vidéo. J'apprécie tout votre soutien. Cependant, cette chaîne a besoin de votre aide.
Je cherche à rendre cette chaîne plus durable à long terme et à améliorer l'équipement nécessaire pour garantir que ce travail continue et progresse afin de vous offrir toute l'analyse géopolitique que vous méritez. Pour cette raison, je vous demande de devenir membre de ma communauté Patreon sur patreon.com. Vous pouvez trouver ce lien dans la description de la vidéo ou dans le commentaire épinglé ci-dessous. Quel que soit le montant que vous choisissez de donner, sachez que vous soutenez un média indépendant que vous ne trouverez nulle part ailleurs. Merci beaucoup et j'ai hâte de vous retrouver dans la prochaine vidéo. Si vous appréciez Lasny Traduction, veuillez envisager de nous soutenir sur Patreon. Le lien est dans la description. Merci beaucoup.